Bonjour, professeur Bourdin. Bonjour. Nous savons que vous êtes spécialiste de la philosophie politique. Vous axez surtout vos recherches sur la philosophie politique du XVIIe siècle. Selon vous, pouvons-nous nous baser aujourd'hui sur le contenu de la philosophie de cette époque? Y a-t-il quelque chose d'utile pour nous dans cette philosophie? Bien sûr, il y a quelque chose d'utile pour nous dans cette philosophie, à condition de ne pas confondre les problèmes du XVIIe siècle et ceux d'aujourd'hui. Mais comme dans toute pensée philosophique, elle apporte au fond des énoncés, des principes qui peuvent aller bien au-delà de l'époque au cours de laquelle ces principes ou ces idées sont nées. Je vais prendre un exemple qui est tout à fait décisif. C'est celui du concept d'état de nature, qui a été un concept opératoire depuis Hobbes jusqu'à Rousseau, et qui a été défini, avec plus ou moins de nuances ensuite, comme étant un état de guerre de chacun contre chacun, soit immédiatement, soit progressivement, si l'on prend les philosophes comme Locke ou Rousseau, et donc un état qui n'est pas un état de socialité, de vie politique pacifique, mais un état donc d'hostilité entre les hommes. Dans ce contexte du XVIIe siècle en particulier, c'est un concept qui permettait de penser, au fond, le problème des guerres de religion et leur résolution, et comment l'homme pouvait vivre politiquement d'une manière pacifique. Ces questions ou ces défis ont été résolus, en raison même de ces philosophies politiques, progressivement, mais ça a été résolu théoriquement par ces systèmes philosophiques. Nous ne sommes plus dans ce monde-là. Pourtant, il y a toujours des retours à des conflits, voire des guerres, soit à l'intérieur des États, soit entre États. Autrement dit, le concept d'état de nature, dans ce sens-là, conserve sa pertinence. Il n'est pas fou, il dit quelque chose, encore aujourd'hui, de l'affrontement, de l'hostilité entre les hommes. Et donc, comment penser ensuite le politique comme le cadre au sein duquel les hommes peuvent vivre pacifiquement les uns par rapport aux autres. Et voilà l'exemple type, le concept type où on peut recourir à une philosophie politique d'il y a 3 siècles pour l'actualiser et répondre aux défis d'aujourd'hui. Vous centrez vos recherches sur la pensée chrétienne. Est-ce que le christianisme a encore une pertinence ou un rôle politique? Si oui, lequel? Bien sûr, le christianisme a encore un rôle politique à jouer. Et je dirais même que, vivant en démocratie, il a plus que jamais un rôle politique à jouer, puisque nous vivons, par définition, en démocratie, dans un régime de débat, de discussion, de liberté d'expression. En revanche, il ne peut plus jouer le rôle politique qu'il jouait il y a 3-4 siècles. Et au fond, on est renvoyé à la question précédente, c'est-à-dire qu'il ne peut pas prétendre normer l'existence collective des hommes sans la moindre discussion, ce serait incompatible. Mais il peut jouer un rôle politique au sens où il peut donner aux démocraties qui sont notamment dans une situation critique dans nos pays d'Occident, c'est-à-dire qu'elles se pensent de plus en plus comme des systèmes libéraux, qui ont peine à penser véritablement des espaces politiques où la liberté de penser existe réellement, et aussi le politique existe comme une substance, je dirais, réelle. Ça, c'est pas simplement une technique, c'est pas simplement des procédures, c'est une manière de concevoir l'être ensemble. Et bien là, le christianisme a un rôle à jouer tout à fait important, parce que précisément c'est une religion qui s'est définie par sa foi dans l'incarnation, un Dieu qui s'est incarné. Donc si l'on a foi dans un Dieu qui s'est incarné, cette religion a foi dans un Dieu qui n'est pas éloigné des hommes, mais qui s'intéresse à l'existence humaine. Et à ce titre-là, le christianisme joue un rôle de compréhension, d'intelligence
de l'être ensemble collectif, de la construction d'un monde commun, et donc d'une conception du politique qui ne se réduit pas simplement qu'à des procédures, comme je viens de le dire, mais à quelque chose qui dépasse l'homme, au fond. Il y a du transcendant dans le politique. De même que le christianisme est une religion de la transcendance et de l'incarnation, le politique n'existe que par du transcendant. Et c'est dans ce sens-là qu'il peut apporter quelque chose d'absolument original. Le christianisme est une religion, au fond, de la communauté aussi. Les hommes vivent en communauté. L'Église est une communauté. Eh bien, la vie politique, c'est aussi une communauté. C'est dans ce sens que le christianisme a quelque chose à dire aujourd'hui aux démocraties, beaucoup plus marqué par des impératifs moraux, des injonctions, et non pas véritablement de la délibération politique, et une orientation politique. On ne peut pas vivre en société si les hommes ne se donnent pas une orientation politique et donc un horizon, en quelque sorte. Il n'y a pas de politique sans un rapport à l'histoire passée, l'histoire présente, l'histoire future. Et le christianisme est aussi cette religion-là, parce que c'est une religion d'incarnation, c'est une religion qui nous renvoie à un événement passé qui est le salut, et qui nous conduit à le vivre encore aujourd'hui et à nous projeter vers un futur. L'homme a une destination. C'est dans ce sens que le christianisme a une fonction politique à jouer. Et j'ajouterais même que dans les démocraties, qui sont des régimes fondés sur l'égalité, eh bien, le christianisme lui-même, le premier, prône l'égalité, puisque nous sommes tous égaux devant Dieu. Tout homme, au fond, par le baptême, est égal devant Dieu, devant le Christ en particulier. Donc l'idée d'égalité en Occident est une idée, avant d'être politique, une idée théologique. Donc on voit le lien entre les deux. Et d'ailleurs, Tocqueville, au XIXe siècle, l'avait déjà fait remarquer dans La démocratie en Amérique. Au fond, la démocratie politique, l'égalité politique, est une conséquence lointaine de l'égalité théologique préconisée par le christianisme lui-même. La démocratie directe est-elle une utopie ou une nécessité? Elle peut être, dans certaines circonstances, une nécessité quand la démocratie est en crise, c'est-à-dire au travers de ses représentants, en somme. On le voit bien en France avec la crise des Gilets jaunes, comme on l'a appelé depuis plusieurs mois, et qui réclame un référendum d'initiative citoyenne. Donc, autrement dit, une certaine manière de se gouverner, que le peuple puisse se gouverner par lui-même. Donc, dans des situations critiques, elle peut être une réponse. Mais dans l'ordre normal des choses, c'est quand même une utopie. Et on peut faire remonter cette utopie, là aussi, en écho à la première question que vous me posiez, déjà au XVIIe, au XVIIIe siècle. Il y a deux philosophes qui s'opposent à cet égard. Hobbes est le premier théoricien de la démocratie, pas de la démocratie, mais de la représentation. Pour qu'il y ait un souverain, il faut qu'il y ait représentation, et pour qu'il y ait représentation, il faut qu'il y ait un souverain. Donc il n'y a pas de politique, il n'y a pas de sortie de l'état de nature, un état politique sans une représentation des hommes par un souverain. Autrement dit, les hommes cessent de se gouverner eux-mêmes pour être gouvernés par quelqu'un d'autre. Dans la deuxième moitié du XVIIIe siècle, Rousseau, lui, était contre toute idée de représentation. Et il défendait au contraire plutôt une démocratie directe. Pour lui, la véritable liberté passait par la nécessité pour les hommes d'être des citoyens qui ne sont pas représentés. Sinon, leur liberté a été violée. Bon, c'est une utopie parce que ça ne fonctionne éventuellement que dans des petites cités, mais dans des grands pays, c'est beaucoup plus difficile. Et pour revenir à l'actualité d'aujourd'hui, on voit bien que la revendication de démocratie directe, en tout cas si on prend le cas français, se nourrit en réalité d'une crise de la démocratie, donc d'une crise de sa représentation. Les citoyens ont de moins en moins confiance dans leurs représentants et sont tentés de chercher à se gouverner eux-mêmes par un mode de démocratie directe. Mais ça témoigne beaucoup plus d'une crise de la démocratie parce qu'une démocratie ne peut être fondée au fond que sur la confiance. Comme Locke, d'ailleurs, lui-même en son temps, l'avait déjà pensé. Il n'y a pas de consentement, il n'y a pas de contrat sans qu'il y ait une confiance, ce qu'il appelait un trust en anglais. Les rapports entre citoyens
et les rapports avec ceux qui les gouvernent doivent être fondés sur un pacte de confiance, on peut dire. Si ce pacte de confiance est rompu, évidemment, on va être tenté de chercher à se gouverner soi-même. Mais c'est une illusion. D'ailleurs, on le voit bien dans l'impasse dans laquelle sont les Gilets jaunes. À ne pas vouloir eux-mêmes être représentés, ils n'ont pas d'instance, ils n'ont pas d'interlocuteur. Donc on n'évite pas la représentation. La démocratie directe n'est qu'une réponse, dans certaines circonstances, à une crise, mais durablement, il n'y a pas de vie politique sans représentation parlementaire, députés, sénateurs, un gouvernement, puis par tout un système de médiation, finalement, qui fait que les citoyens peuvent remettre, excusez-moi, je m'enrhume, à des étapes, des mandats successifs, ils peuvent remettre leur confiance à des politiques qui sont responsables, à condition, bien sûr, que les politiques répondent de leur action, sans dire. Ils sont mandatés pour une certaine durée. Donc je ne crois pas qu'on puisse éviter le mécanisme de la représentation. Donc une démocratie est inévitablement largement indirecte. Dans le mode de fonctionnement, pas dans le mode de l'élection, mais dans le mode de fonctionnement du gouvernement, la démocratie est toujours par représentation, donc elle est indirecte, elle n'est pas directe. À notre époque, nous voyons les différents mouvements des peuples, parmi lesquels ceux qui inquiètent le plus sont les musulmans s'installant en Europe. Nous assistons à un phénomène de mélange des trois groupes principaux, chrétiens, musulmans et athées. De manière naturelle, la question se pose. Que nous réserve l'avenir ? Doit-on s'attendre à la guerre ou pouvons-nous trouver les moyens de vivre ensemble ? À quelles conditions le christianisme et l'islam peuvent s'entendre sur le vieux continent ? Vivre ensemble, c'est au fond le mot-clé que j'ai envie de retenir dans la question que vous venez de poser, et qui pose l'alternative, ou bien vous dites de la guerre, ou ça peut être tout simplement de la violence, ou bien au contraire de la paix. Bien là, c'est l'illustration parfaite, une fois encore, de la première question, quand on parlait d'état de nature. C'est-à-dire que ou bien nous régressons vers un état de nature où les hommes sont incapables de vivre ensemble et de construire un monde commun. Il ne sert pas simplement le vivre ensemble au sens de la vulgate d'aujourd'hui, très sympathique, mais qui finalement est le symptôme révélateur de l'incapacité de construire un monde commun. En fait. Le vivre ensemble est à la fois vrai et en même temps quelque chose d'un peu risible. En réalité, c'est un monde commun dont nous avons besoin. Et s'il n'y a pas ce monde commun, on va vers une sorte d'état de nature où chaque individu ou chaque groupe, les groupes religieux, revendiquent pour eux-mêmes leur propre identité, leur propre existence, mais d'une façon segmentée, chacun dans son coin, mais ça ne fait pas une réalité commune. Et sans laquelle il n'y a pas véritablement un État politique. Alors, c'est tout à fait concevable, moi je ne suis pas pessimiste, mais ça exige de fait de redécouvrir la vertu de ce qu'est le politique. Qu'est-ce que c'est que le politique ? À quoi sert-il ? Là, on retrouve aussi d'ailleurs la deuxième question, au travers de la démocratie, c'est-à-dire que pour vivre ensemble pacifiquement, il faut avoir un sens de la vie politique, tel qu'Aristote en parlait d'ailleurs en son temps. Et sommes-nous encore des animaux politiques, ou bien simplement des animaux tournés vers nous-mêmes comme individus, et on va aller chercher dans la religion des solutions pour exister ensemble. Et du même coup, c'est l'affrontement des identités. Les uns sont musulmans, les autres chrétiens, les autres athées, et puis chacun défend son groupe. Alors le politique, ça veut dire quelque chose qui est supérieur aux seules réalités particulières que sont les identités religieuses. Le politique doit permettre cela. Et pour que ce soit possible, pour qu'il y ait ce monde commun entre religions différentes, il faut avoir la conscience d'habiter dans une nation commune, qui est une histoire commune. Et là, on revient à la question de l'histoire. Nous avons un récit commun. Qu'est-ce qu'être français aujourd'hui ? Qu'est-ce qu'être russe ? Qu'est-ce qu'être allemand, etc. On pourrait l'évoquer pour chaque pays. Et à partir de ce moment-là, le message qu'il faut adresser, c'est le suivant, à mon sens.
Nous ne sommes pas d'abord des catholiques français ou des juifs ou des athées ou des musulmans français, nous sommes des Français catholiques, Français juifs, Français protestants, Français athées, Français musulmans. C'est-à-dire qu'on est d'abord d'une nation. On appartient d'abord à une forme politique. Et c'est la seule condition possible pour qu'on puisse vivre de manière pacifique, parce qu'on se reconnaît dans une même identité nationale, une même histoire, chacun ensuite la vivant avec ses propres convictions, sa propre foi, ce qui est tout à fait légitime. Mais il y a un principe commun d'appartenance, qui est celui d'une nation, au sein de laquelle une démocratie est possible, et un monde commun, sensé, est possible. C'est, je crois que la clé, véritablement, elle est là. Le défi, il est là. Sinon, effectivement, on peut très bien aller vers une sorte de guerre de tous contre tous, comme il y a 3 siècles. Je pense tout particulièrement à un livre qui vient de paraître récemment de Jérôme Fourquet, L'archipel français. Nous vivons actuellement, malheureusement, dans un pays, mais c'est vrai de bien d'autres pays européens, qui ne sont plus des nations, mais des archipels. C'est-à-dire, c'est la composition multiple de groupes qui vivent les uns à côté des autres, mais qui ne vivent pas ensemble. On l'a vu d'ailleurs récemment, le jour du 14 juillet même, où il y a eu un certain nombre d'actes de violence, ou même d'attitudes. Le président de la République, je crois, a été sifflé d'ailleurs. Il y a eu des actions et des faits qui montrent bien que la cohésion nationale est mise à mal. Alors de cela, il faut s'en inquiéter. Mais ça n'est pas sans solution. Et la solution, elle est foncièrement politique et elle passe par une redéfinition du cadre national. Depuis quelques années, vous dispensez vos cours dans les universités de Moscou. Vous avez la possibilité de voir et de comparer les sociétés européennes et russes. Selon vous, quel est l'avenir de la relation entre l'Union européenne et la Russie? L'avenir entre l'Union européenne et la Russie, à mon avis, passe par une nouvelle prise de conscience dans les pays de l'Union européenne et même un peu au-delà, de notre identité européenne. C'est-à-dire que nous sommes d'abord et avant tout des Européens, et non pas d'abord et avant tout uniquement des Occidentaux. Je pense que le problème de l'Europe, c'est qu'elle se pense inconsciemment comme un ensemble de pays occidentaux. Et moyennant quoi, il y a une sorte d'illusion qui s'installe, selon laquelle nous serions au fond plus proches des États-Unis d'Amérique, contre lesquels je n'ai rien à opposer comme tel, mais nous sommes d'abord et avant tout des Européens. Or, les Russes sont aussi des Européens. Et le malentendu, à mon avis, naît de là. Le rapport entre ce que nous appelons les Européens et les Russes est un rapport biaisé par le fait même que les Européens se pensent, au fond, d'abord comme des Européens occidentaux, et non pas simplement des Européens tout court. Et par conséquent, peinent à se tourner vers la Russie comme un pays européen à part entière. Alors bien sûr, la tâche n'est pas facile, parce qu'on sait bien que depuis des siècles, on n'a pas, en fait, c'est pas uniquement lié au communisme, c'est même lié à la religion du sein même du christianisme. Il y a un christianisme orthodoxe, un christianisme catholique, romain, latin, et d'une certaine façon, il y a toujours eu au moins ces 2 Europes. Mais il faut pouvoir dépasser ce clivage pour qu'il y ait une conscience européenne commune et qui permette de mieux articuler la relation entre les États européens, et en particulier de l'Union européenne, avec la Russie. Par ailleurs, je crois que du côté de la Russie, elle est quand même historiquement, au moins depuis Pierre le Grand, on le sait bien, vouée à se tourner vers l'Europe, plus vers l'Europe que vers l'Asie. Même si elle a elle-même elle a 2 tendances, au fond. Il y a aussi un aspect asiatique, mais elle est d'abord quand même un pays européen. Alors à partir de là, évidemment, il faut aussi s'entendre sur la manière avec laquelle on conçoit l'existence démocratique. Ça, c'est certainement un défi des 2 côtés. C'est-à-dire qu'il y a une tendance en Europe de l'Est, mais plus largement, je crois que c'est plus que la Russie, à une vision illibérale de la démocratie, et chez nous, une vision qui serait de plus en plus néolibérale de la démocratie. Alors,
Dans les deux cas, la démocratie, en fait, elle est un peu malmenée. Mais il faut retrouver, je pense que ça serait le terrain commun, et on retrouve là aussi des aspects des points importants qu'on a évoqués dans les questions précédentes, c'est comment nos peuples sont capables de se représenter au travers de leurs dirigeants. Comment sont-ils capables de constituer des nations, finalement, respectives, et à partir de ces nations, de créer un ensemble civilisationnel commun, hein. Je ne parle pas forcément d'union politique, mais au moins un ensemble civilisationnel commun qui s'appelle l'Europe, hein. Et je crois que si l'on raisonnait comme cela, on se rendrait compte assez vite que de Paris à Moscou, il y a beaucoup moins de différence qu'entre de Paris à Washington, si vous voulez, hein. Les Nord-Américains, les Américains plus général, sont des descendants d'Européens, c'est une évidence. Mais ils ont formé aussi une autre civilisation, même si la religion est globalement la même. Ils ont quand même formé une autre civilisation. De Paris à Moscou, de Paris à Vladivostok, disait le général de Gaulle, il y a un ensemble continental commun. Donc je crois que rapprocher en quelque sorte l'Europe dite de l'Ouest avec la Russie passe fondamentalement par cette prise de conscience historique, culturelle. Par rapport à ces deux prises de conscience, là aussi le christianisme a un rôle à jouer, d'ailleurs, hein, et une compréhension commune, renouvelée de l'idée démocratique. Voilà les quelques points sur lesquels je pense pouvoir répondre à votre question, tout en sachant que ce sont des lignes générales qu'il faudrait préciser, évidemment. Bien, l'enjeu de la coopération entre la France et la Russie est au fond du même ordre, ce sera l'illustration concrète de la question précédente, au fond, hein. C'est-à-dire que vous parlez de guerre froide, bien sûr, c'est plus la guerre froide au temps de l'Union soviétique, on n'est plus dans ce cadre-là, hein. Il n'y a plus de guerre froide au sens d'une guerre idéologique, puisque il n'y a plus de mur idéologique et physique depuis la chute du mur de Berlin entre l'Europe de l'Ouest et l'Europe de l'Est. Mais les espaces politiques et historiques demeurent, eux. Ce qui prouve que le communisme, au fond, n'a été qu'un habillage idéologique, d'une certaine manière, de quelque chose de beaucoup plus fondamental, qui constitue l'écart ou la différence qu'il y a très ancienne entre l'Europe occidentale, l'Europe centre-orientale et la Russie, qui évoluent dans des espaces, donc dans des domaines géopolitiques, et là on touche à la géopolitique, qui ne sont pas les mêmes. Et donc peut ressurgir dans ce sens-là une certaine forme de guerre froide, c'est-à-dire de compréhension collective de chacun qui n'est pas la même. Et tout en étant européen, une fois encore, c'est ce qui nous est commun, hein, nous ne le sommes pas de la même manière. Et à partir de ce moment-là, n'ayant pas les mêmes histoires, les mêmes compréhensions de la manière d'être européen, en effet, peut ressurgir une certaine forme de guerre froide au sens où nous ne sommes pas tout à fait dans les mêmes mondes. Nous pouvons réhabiliter des rivalités, et les Européens de l'Ouest se tournant plutôt vers l'autre côté de l'Atlantique, et les Russes du côté de leur flanc asiatique. Et c'est ce qui nous piège. C'est ce qui nous piège. Alors, il me semble que l'ambition d'une coopération franco-russe s'impose d'autant plus que la France et la Russie ont une vieille amitié, même s'il y a eu des conflits. Je lisais encore récemment l'histoire de la France par Jacques Bainville. C'est extrêmement intéressant, comme on voit les moments d'amitié, les moments d'inimitié. À l'époque de Napoléon, évidemment, là, c'est le moment où la France et la Russie s'affrontent. Et j'étais très intéressé par une exposition sur
la campagne de Russie à Moscou, c'est extrêmement intéressant à voir. Mais en même temps, il y a quand même une vieille amitié franco-russe qui tient à la langue française, qui était une langue parfaitement établie en Russie pendant longtemps. Hein. Et je crois que la France, plus que tout autre pays en Europe, parce que c'est un pays continental comme la Russie, à la différence du Royaume-Uni, parce que c'est un pays qui est plus éloigné de la Russie que l'Allemagne, qui a été très longue à devenir un État réunifié. Il y a une antériorité historique du lien franco-russe. Il y a le lien par la langue, encore une fois, qui a beaucoup pratiqué l'aristocratie russe. Donc je crois qu'il y a des liens anciens. Il y a l'amitié de la fin du XIXe siècle entre la France et la Russie. Tout cela me laisse dire qu'il y a une légitimité, je dirais, historique à cette entente franco-russe. Et du même coup, à ce que la France et la Russie sont en première ligne, comme on dit en français maintenant, pour surmonter ce clivage, c'est ce que vous appelez cette guerre froide, même si elle n'existe pas comme telle, mais elle n'est pas nommée comme telle, mais on sent un contentieux, une difficulté. Hein. Eh bien, on peut surmonter cette guerre froide, notamment par une relation renouvelée, une amitié renouvelée franco-russe, et elle passera notamment, me semble-t-il, par des liens interculturels très forts. Et mon expérience de l'enseignement ou des conférences données à l'université de linguistique à Moscou m'ont confirmé, ou dans d'autres universités, m'ont confirmé que ce lien, nous pouvons l'établir par la culture. Il est très important. C'est-à-dire que la politique, ce ne sont pas simplement des relations diplomatiques, des relations d'État à État, ce sont aussi des relations de société civile à société civile. Et ça passe par des institutions qui sont dans la société civile. Et par exemple, les universités offrent, à mon avis, un cadre privilégié. Parce que quand on communique, on échange d'une université à une autre, on ne dépend pas en tant que tel des bonnes ou des plus ou moins bonnes ou mauvaises relations entre les gouvernements. On a cette liberté de se rencontrer et d'établir des échanges culturels par la langue, par l'enseignement de l'histoire, par l'enseignement de la philosophie, et qui sont autant d'enseignements qui permettent de redécouvrir notre socle culturel et civilisationnel commun. Nos différences aussi, bien sûr, elles sont nécessaires, elles sont très, très importantes, mais des différences qui ne sont pas des divisions, des différences qui nous renvoient aux spécificités, mais de l'intérieur d'un cadre civilisationnel commun. Et, une fois encore, il faut bien le dire, la religion joue un rôle, est un facteur commun. Quand je vais à Moscou, qu'est-ce que je vois ? Je vois un christianisme qui est différent de celui du christianisme que je connais ici. Mais c'est bien le christianisme, hein, qu'il soit orthodoxe ou latin ou protestant, c'est bien la même. Et on a donc des représentations religieuses, culturelles qui sont communes. Et donc je crois que nous avons à travailler sous cet angle, dans cette perspective interculturelle et franco-russe pour développer, surmonter des obstacles à ce que vous qualifiez de guerre froide. Je vous remercie de nous avoir accordé cette interview. Je vous souhaite beaucoup de réussite dans vos recherches. Et à bientôt à Moscou.